Tout d'abord, ben, bonjour à tout le monde, bienvenue. Merci pour votre présence. On sait qu'avec la condition actuelle, c'est pas toujours facile en pandémie de trouver du temps pour autre chose, mais on est bien content que vous soyez parmi nous. Tout d'abord, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat au fur et à mesure. On va essayer d'en prendre, puis sinon, on va garder un moment plus à la fin du webinaire pour regarder les questions. Donc, ce webinaire, dans leur municipalité, ils l'ont fait, vous est présenté par le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui est un organisme à but non lucratif en environnement, dont la mission est d'informer et sensibiliser les décideurs, les leaders et la population de la Gaspésie et des îles aux enjeux de développement durable et de protection de l'environnement, tout en misant sur la concertation et la représentation des acteurs régionaux et en agissant à titre d'organisme ressources. Le webinaire a lieu dans le cadre de la campagne Roulons électrique, qui est une campagne de Équiterre avec le soutien de Transition énergétique Québec. Donc, Roulons électrique, c'est une campagne de promotion et d'éducation aux véhicules électriques coordonnés par Équiterre, comme je l'ai mentionné. Le but est de mettre sur les routes du Québec 100 000 véhicules électriques, ce qui se joint au cocktail de solutions possibles pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en transport, donc qui vient se jumeler aux solutions de transport actif, transport collectif ou covoiturage ou autre. Aujourd'hui, on a deux panélistes avec nous. Monsieur Mathieu Lapointe, maire de la ville de Carleton-sur-Mer et préfet de la MRC Avignon, ainsi que Monsieur Jonathan Lapierre, maire et président de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour et merci. Bonjour. Et je serai votre animatrice aujourd'hui, Élise Tremblay. Je travaille comme chargée de projet au Conseil régional de l'environnement Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, juste avant de se lancer dans la discussion avec nos panélistes, je leur avais préalablement demandé quelques informations sur justement quels sont les véhicules électriques ou les bornes de recharge qu'ils ont mis en place dans leur municipalité. Donc, je vais vous présenter brièvement le portrait de tout ça. On peut voir qu'en termes de véhicules électriques, il y en a 3 pour l'instant. Il y a aussi une deuxième pour les îles qui est en processus d'achat. On a 2 véhicules hybrides rechargeables et un véhicule entièrement électrique. Donc, on peut voir que pour les véhicules hybrides rechargeables, dans les 2 cas, c'est une Volt et l'autonomie est beaucoup moins grande. Donc, on fait une partie avec la batterie électrique, puis ensuite, on passe à l'essence. Alors que pour entièrement électrique, l'autonomie est plus grande. Puis maintenant, dans les modèles plus récents, on a des autonomies là, encore plus importantes. Les montants sont assez similaires de l'un à l'autre, autour de 40 000 ou légèrement en dessous. Puis, les subventions que les municipalités ont pu aller chercher, bien, on parle tout d'abord du 8 000 du gouvernement du Québec, qui maintenant est ajouté par un 5 000 du gouvernement fédéral. Donc, maintenant, on est rendu à des 13 000 de rabais. Et puis, nos 2 municipalités ont aussi pu bénéficier d'un financement de la FCM, la Fédération canadienne des municipalités, qui était dans le cadre d'un projet d'autopartage de véhicules électriques municipaux qui se nomme Sauver. Donc, ce projet-là a permis d'aller chercher de l'argent pour financer véhicules électriques pour les municipalités, qui par la suite est placé en partage avec le reste de la population quand que la municipalité ne l'utilise pas. Ensuite, en termes de bornes, il y a plusieurs modèles différents que les municipalités ont installés. Tout d'abord, on a des bornes de niveau 1, des bornes de niveau 2, des bornes de niveau 3 dans les modèles possibles. Ici, on a des niveaux 2 et une niveau 3, qui est la BRCC, qui est celle avec la plus grande puissance. C'est des bornes qui coûtent aussi beaucoup plus cher et qui peuvent être installées par Hydro-Québec eux-mêmes directement.
Sinon, il y a aussi le programme de subvention Transporter vert, Transporter EZ vert comme la couleur, de Transition énergétique Québec qui offre du financement pour des bornes de recharge à recharge rapide. Donc, c'est des bornes dont la recharge est beaucoup plus rapide, mais qui coûtent plus cher à installer ou aussi pour recharger. On a plus de bornes de niveau 2 ici qui ont des coûts vraiment plus faibles. On peut voir autour de 5 à 15 000. Et il y a aussi des subventions pour ces bornes-là, que ce soit une subvention de Transition énergétique Québec qui offre 50 des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 5 000 par branchement. Puis, on a aussi les 2 bornes à la fin qu'on peut voir qui ont été aussi financées par le projet Sauvé dont j'ai parlé juste avant, à la hauteur là, de 80 Dans les 2 cas, les municipalités ont fait affaire avec des électriciens là, sur place, locaux, qui ont permis d'installer ces bornes-là assez facilement, j'en crois. En plus de celles que les municipalités ont installées, il y a plusieurs bornes au Québec. Ici, je vous présente Charge Hub, qui est une plateforme québécoise qui regroupe toutes les bornes des différents fournisseurs, autant de niveau 1, 2 ou 3, comme j'ai mentionné, puis qui donne aussi beaucoup d'informations sur ces bornes-là, à savoir si elles sont disponibles en temps réel ou pas, si elles ont des problèmes, et c'est quoi les types de connecteurs, quel coût, plein d'informations très utiles. Ensuite, en termes de modèles, si vous voulez plus d'informations sur ce qui est possible, je vous invite à consulter le guide du véhicule rechargeable édition 2020 qui présente tous les modèles possibles actuellement et avec des informations très pertinentes là, comme son autonomie, le coût et autres. Et le guide aussi a plusieurs données très intéressantes pour, par exemple, convaincre de passer à l'électrique, comme on peut voir ici, un graphique qui montre les économies liées entre un véhicule à essence, entre un véhicule hybride rechargeable ou encore un véhicule entièrement électrique. J'ai reçu une question, on me demande d'expliquer c'est quoi la différence entre une borne de niveau 1, 2 ou 3. La borne de niveau 1, c'est une borne quand même très simple qui recharge beaucoup plus lentement par contre. On va pouvoir l'avoir facilement à la maison, mais ça va prendre plusieurs heures avant de recharger. La borne de niveau 2 est aussi peu coûteuse, mais demande une installation spécifique et va charger un peu plus rapidement, mais on parle de quand même 1 à 3-4 heures pour faire une recharge, alors qu'une borne de niveau 3, mais là, on parle d'une dizaine, trentaine de minutes, maximum 1 heure, dépendamment de quel est le niveau de la batterie pour la recharger. Donc, le niveau 3, c'est les bornes de recharge rapide. Si je peux me permettre, Élise, Oui. niveau 1, c'est les prises 110 volts standard qu'on connaît à la maison. Niveau 2, c'est du 240 volts, donc une prise un peu comme une sécheuse, une prise de soudeuse. Puis niveau 3, on est dans les 400 volts. C'est vraiment très, très intense et très rapide. Oui, puis peut-être préciser aussi que ce n'est pas tous les véhicules qui supportent le 400 volts, tous les véhicules électriques. Donc, c'est à regarder aussi selon le modèle qu'on choisit puis les besoins qu'on utilise, quelle borne est mieux adaptée là, pour nous. Donc, pour plus d'informations, le guide est sur le site de roulonélectrique.ca. Sur le site aussi, vous avez des concours, du contenu interactif, des événements, par exemple d'autres webinaires comme celui-ci ou des capsules vidéo. Vous avez beaucoup d'informations sur leur site, donc je vous invite à aller là-dessus. Donc maintenant, on va passer dans le gros de notre webinaire qui est la discussion avec les panélistes. J'ai décidé d'orienter cette discussion-là selon 2 thématiques. Tout d'abord, on va parler des raisons qui les ont motivés là, à passer à l'électrique. Puis ensuite, on va parler un peu plus de leur utilisation en tant que municipalité. Donc, ma première question pour vous, ça serait de savoir quelles étaient vos motivations de départ pour enclencher l'électrification de votre flotte, puis s'il y a eu un élément déclencheur. Mathieu, je te laisse la parole en premier. Bien aimable. De notre côté, je dirais que
l'élément déclencheur, ça a assurément été le programme Sauvé. Moi, j'ai été stimulé par ce programme-là. En fait, il y avait un volet d'autopartage et puis une notion de... L'objectif du programme Sauvé, il y en a deux. Le premier, c'est d'avoir des véhicules électriques sur la route, d'avoir des véhicules électriques qui sont en libre partage, donc on peut partager avec des citoyens. Ça, c'était vraiment un plus que je trouvais intéressant parce que nous, à la ville, on a nos propres véhicules qu'on utilise essentiellement sur les heures de travail du lundi au vendredi, moins la fin de semaine, on l'utilise pas en soirée. Donc, si on peut permettre à d'autres gens d'utiliser ça. Et puis, donc, ça a été la bougie d'allumage qui a fait en sorte qu'on a démarré dans ce projet-là. Puis, évidemment, j'avais un intérêt, puis l'ensemble du conseil, à réduire l'empreinte environnementale de la ville et puis à utiliser le plus possible de véhicules électriques. Donc, tout ça mis ensemble a fait que le conseil a adhéré rapidement au concept et au projet de Sauver avec tous les bénéfices qu'il peut en avoir. Dans notre planification stratégique, on souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre de la ville comme organisme, comme entité, mais aussi de l'ensemble du territoire. Donc, on travaille à ce niveau-là parce que c'était tout désigné, tout indiqué pour nous que d'adhérer à ce programme-là puis d'acheter un véhicule, même qu'on a poursuivi en achetant un deuxième. Le premier a été un véhicule, un hybride branchable, le deuxième, 100% électrique pour compléter. Il va en avoir d'autres, mais à l'heure actuelle, on en a deux. Donc, c'est un peu ce qui nous a motivés, ce qui a démarré notre aventure dans les véhicules électriques qui ne fait que commencer. Merci. Ben, de notre côté, aux îles, nous, d'abord, ça remonte, je dirais, à l'aventure, je dirais pas des véhicules électriques, mais de façon plus large, la transition énergétique ou l'ensemble des actions qui mènent vers une transition énergétique a débuté en 2011 là, avec le bilan énergétique là, qui avait été commandé par la firme Dunsky. Et ensuite de ça, il y a eu l'affirmation politique qu'on se dote ici d'une stratégie énergétique. Donc, on souhaitait, les élus du conseil municipal, on souhaitait amorcer de façon très large et de façon collective une transition énergétique qui regroupait évidemment plusieurs aspects, dont l'électrification des transports, donc par l'achat éventuellement d'auto électriques. Et ce qui nous a fait passer de la parole aux actes, bon, il y a eu évidemment l'adoption de la politique, la stratégie énergétique et tout, mais ce qui nous a permis vraiment d'acheter notre premier véhicule électrique, c'est un peu comme Mathieu là, à Carleton-sur-Mer, ça a été le programme Sauvé qui a vraiment joué le rôle de bougie d'allumage et qui nous a permis de faire l'acquisition d'un premier véhicule électrique, d'installer une borne de recharge ici à la mairie, une première borne de recharge. Donc, tout ça a pris place. Et graduellement, on a créé une habitude d'utilisation de ce véhicule-là. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on en est dans un processus d'acquisition d'un deuxième véhicule. Donc, bien heureux là, que notre première bougie d'allumage, en quelque sorte, aura servi de faire cette passation-là d'un véhicule à essence au véhicule électrique. Puis, je dirais qu'encore plus fort que ça, il y avait une volonté aussi, et c'est ce qui nous motivait beaucoup de démontrer, de donner l'exemple aussi. Parce qu'aux îles, il y avait un débat à ce moment-là sur la pertinence de faire l'acquisition de véhicules électriques versus la centrale électrique, en fait, la centrale thermique qui produit l'électricité aux îles. Plusieurs personnes se disaient, ben, écoutez, pourquoi on va lâcher le véhicule à essence parce qu'il est polluant, alors que si on prend un véhicule électrique, il consomme l'électricité qui est produite par une centrale polluante. Donc, il a fallu démystifier tout ça et démontrer qu'il y avait quand même un gain énergétique intéressant à y avoir. Alors, pour nous, c'est important que nous, comme municipalité, ben, qu'en plus de prêcher, de prêcher cette volonté-là d'amorcer cette transition énergétique-là, ben, que nous, on puisse évidemment montrer l'exemple à tous et créer un mouvement. Alors, en terminant, l'achat de ce premier véhicule-là électrique, d'abord envoyer un message fort à la population, mais surtout à créer un espèce de mouvement d'entraînement ou un effet d'entraînement, parce que depuis ce temps, il y a pas mal plus de véhicules électriques dans l'archipel. Il y en avait un petit peu avant, mais il y en a pas mal plus aujourd'hui. Ils utilisent soit en fait, il y a deux bornes maintenant ici dans le stationnement de la mairie, une rapide et une plus lente, mais on le voit là, par l'utilisation des bornes de recharge. Merci beaucoup. Puis, ben, justement, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a eu certaines réticences de la part du public ou d'élus? Puis si oui, lesquelles et de quelle façon vous êtes passé par-dessus ces réticences-là? Oui, Jonathan, tu peux poursuivre ou...
Je peux y aller, puis on va inverser les rôles. On va se passer la balle comme C'est ça bon. tout au long du webinaire. En fait, oui, il y a eu des réticences au début. Je le disais tout à l'heure en fin de ma première explication. Il y avait une certaine, je dirais, peut-être pas une réticence, mais il y avait un certain questionnement d'une partie de la population qui, à première vue, voit des véhicules qui ne sont pas donnés. Il y a quand même un certain coût pour faire l'achat de ces véhicules-là et bon, l'achat des bornes et tout ça. Bon, il y avait toujours le discours, est-ce que ces véhicules-là vont être aussi bons pendant l'hiver? Est-ce que c'est adapté au climat des îles? Bon, ce genre de questionnement-là. Et même à l'interne, j'avais certains fonctionnaires là, qui ont challengé ça, là, comme on dit en bon québécois, qui ont challengé l'avantage, si on veut, ou le bénéfice si on compare avec une auto normale, une auto à essence. Donc, il a fallu vraiment, là, les premières semaines, les premiers mois, qu'on avait pris la décision de faire l'acquisition d'un véhicule électrique, il a fallu challenger pas mal, il a fallu discuter pas mal. Et il a même fallu aussi qu'à un moment donné, je dise comme maire, écoutez, ça coûtera ce que ça coûtera, il faut acheter un véhicule électrique. Donc, on ne peut pas avoir une stratégie énergétique d'un côté qui propose une stratégie, qui propose des actions à la population, puis nous, à la première occasion qu'on a, ne pas acheter un véhicule électrique. Est-ce qu'on a 100% du retour? On compare par exemple avec Carleton-sur-Mer qui, si on regarde les GES économisés sur une base annuelle, il y a un rendement beaucoup plus intéressant du côté de Carleton puisque l'électricité qui est requise pour la recharge des véhicules provient de l'hydraulique, alors qu'ici, l'électricité requise provient thermique. Donc, évidemment, le est beaucoup plus prononcé ailleurs qu'ici, pour l'instant, mais il y a quand même un gain. Et moi, je disais toujours, si au final, il n'y a pas on n'est pas en moins, si on est en plus, mais qu'on est quand même sur une égalité, il y aura au moins le message qu'on aura envoyé qu'il faut tranquillement se préparer à amorcer ce virage-là d'une mobilité plus électrique là, quand on parle d'électrification des transports. Parce que la centrale thermique ne sera pas toujours une centrale thermique. On sait que d'ici quelques années, ça risque d'être un câble électrique qui va nous fournir l'électricité comme le reste du Québec, là, par électrique. Alors pour nous, c'est d'être précurseur et au-devant des coûts, puis montrer l'exemple. Mais oui, il y a eu de la réticence, c'est sûr. De notre côté, je dirais qu'au niveau politique, ça a bien passé. Le Conseil a adopté cette idée-là rapidement pour la première. Pour la deuxième, la même chose. Il faut dire que rendu à la deuxième voiture aussi, on s'était donné une politique stratégique, une vision stratégique sur le territoire de la ville. Donc, c'était en ligne droite avec nos objectifs, avec notre vision pour le développement de notre territoire. Je dirais que les réticences étaient plus pas tant au niveau de la voiture électrique, mais du fait d'avoir une voiture en libre partage, parce que ça venait un peu avec le projet dans le concept. Puis là, c'était quelque chose de nouveau que de partager des infrastructures municipales, des véhicules municipaux à des membres de la population, à des professionnels d'organisation du territoire. Puis il y avait aussi des questionnements parce que nous, cette voiture électrique-là est venue, c'est une nouvelle voiture dans la flotte. On n'a pas remplacé un véhicule qu'on avait déjà à la ville, donc c'est un nouveau véhicule qu'on ajoutait pour permettre aux employés pour faire leurs déplacements, notamment à l'intérieur de la ville, mais à l'extérieur aussi du territoire municipal. Donc, on a des employés qui avaient l'habitude, le réflexe d'utiliser leur véhicule personnel pour faire le déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville. Et là, on venait changer ça avec, donc, il a fallu développer des nouveaux réflexes puis des outils pour que les gens utilisent ce véhicule-là à chaque fois qu'ils ont à se déplacer en priorité. On commence par le véhicule électrique. Donc, ça, il y avait eu ça a nécessité quelques ajustements, des changements d'habitude, des changements de façon de faire de la part des employés notamment. Puis pour le volet autopartage, ben, nous, on est allé dans une formule pour l'an 1, d'une formule de projet pilote, donc avec un nombre restreint de personnes, une dizaine de personnes qui peuvent utiliser le véhicule électrique, qui ont adhéré au projet Sauvé d'autopartage. Et puis comme ça nous permet de vraiment bien évaluer comment ça se passe, la réponse, la réaction, pour s'assurer qu'on réponde bien aux besoins de la population et à nos besoins aussi, que ça respecte nos besoins comme municipalité. Mais je vous dirais qu'au niveau du volet de se passer avec un véhicule électrique, ça a été très bien accueilli par l'ensemble de l'équipe et de la population. Puis il n'y a pas eu les gens se sont vite rendus compte que c'est un véhicule comme un autre qu'on démarre, puis on fait nos commissions, puis il y a que des avantages en fait à passer à l'électrique comparativement au véhicule à combustion.
Parfait. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça reste une démarche là, assez innovatrice, surtout en région comme ça, que de passer à l'électrique. Donc, des réticences, il faut s'y attendre, mais en s'assisant avec la population, avec les employés, bien, il y a toujours moyen là, de passer par-dessus. Est-ce que aussi on remarque que dans les deux cas, vous avez commencé avec un véhicule hybride rechargeable, puis ensuite vous êtes passé à un véhicule entièrement électrique. Est-ce que il y avait une raison précise pour ça, que ça soit que ça correspondait à certains besoins différents? J'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, nous, on a débuté par un hybride branchable pour différentes raisons, notamment parce que le véhicule est utilisé par des employés municipaux. En période estivale, on a un employé à temps plein qui est dédié, qui utilise ce véhicule-là, qui le mobilise pour la période estivale. Mais on a aussi beaucoup de déplacements, notamment moi, mais j'ai beaucoup de déplacements, plus depuis les dernières semaines, derniers mois, mais réguliers à Québec et à Gaspé. Et donc, pour éviter les enjeux de recharge donc, on a décidé d'y aller vers ce premier véhicule-là. Puis c'était aussi une transition, tu sais, qui enlevait, on entend souvent parler de l'anxiété de l'autonomie que les gens vivent avec des véhicules électriques, ont peur de manquer d'électricité. Donc, en passant avec une hybride branchable, ben, c'est un premier pas qui permettait, dans un premier temps, de répondre à l'ensemble des besoins qu'on avait comme organisation, puis d'y aller de façon graduelle vers une transition 100% électrique. Puis avec la deuxième voiture 100% électrique, ben là, on a les deux offres. Si quelqu'un va à plus de l'autonomie du véhicule de la Volt, ben, on va vers le 100% électrique. Puis, ça fonctionne super bien avec la combinaison des deux véhicules. Parfait. Du côté des îles? Ben, je vous dirais ici que c'est d'abord et avant tout aussi banal du fait qu'il y avait un concessionnaire automobile qui pouvait nous fournir une auto hybride ou une auto électrique. Donc, les autres concessionnaires n'avaient pas ce type de véhicule-là à nous fournir localement. Et il y avait un souhait d'acheter local. Donc, évidemment, on aurait pu acheter ailleurs, mais il y avait quand même un souhait d'acheter local. Et bon, le seul concessionnaire, c'était GM là, qui pouvait nous fournir la Volt et non pas la Bolt, parce qu'il n'y avait pas la certification. Là, il y avait certaines compétences que les mécaniciens devaient détenir là, pour être capables de vendre la Bolt. Donc, à l'époque, on a fait l'acquisition de la Volt. Et je vous dirais que probablement, il y avait aussi, à travers ça, la nécessité de faire un premier test, bon, de voir comment ça allait se comporter. Est-ce qu'on allait pouvoir créer l'habitude d'utilisation avec les employés? Moi, je l'utilise quand même assez fréquemment aussi, ce véhicule-là. Donc, on voulait s'assurer qu'il y avait une adhésion dans l'organisation. Puis, en même temps, on se ramène à l'époque de l'achat de ce véhicule-là. Il n'y avait pas énormément de bornes de recharge non plus d'installer aux îles. Donc, il y avait tous ces enjeux-là là, qui faisaient en sorte qu'on a souhaité acheter le hybride. Maintenant, évidemment, dans le processus d'achat d'un deuxième véhicule, évidemment, c'est un véhicule qui sera électrique, entièrement électrique. Et j'ose espérer qu'au cours des prochains mois, prochaines années, là, on pourra vous présenter une flotte complète de véhicules électriques qu'on aura fait l'acquisition ici à la municipalité des Îles. Parfait. Puis oui, juste préciser que la Bolt, c'est la version 100% électrique de la Volt. Donc, c'est l'étape d'après. Évidemment, Euh, moi, permet de vous dire que si si c'était juste de moi que ça dépendait, il y aurait un plein stationnement de Tesla, mais évidemment, à 80-90 000 pièce, on va se garder une petite gêne. C'est un petit peu coûteux quand même. Ensuite, je me demandais justement de votre expérience. On vous a choisi particulièrement parce que ça fait plusieurs années, que vous avez un véhicule électrique, puis on voudrait savoir si depuis, vous avez remarqué d'autres avantages que vous aviez peut-être pas prévus au début, mais que maintenant, de votre expérience, là, vous pouvez voir autant des avantages économiques, sociaux que environnementaux. Ben, pour ma part, moi, je dirais qu'ici, un des gros avantages, c'est certainement une meilleure gestion de l'utilisation des véhicules municipaux. Parce qu'avec l'acquisition de ce premier véhicule, avec le programme Sauveur, vient un logiciel de réservation, je vais l'appeler comme ça. Donc, il y a tout un système en place avec des cartes qui fait en sorte qu'on peut réserver avec des plages horaires ce véhicule-là. Alors, chaque utilisateur de l'administration ici a la possibilité d'utiliser d'abord le véhicule, de faire sa propre réservation.
Et souvent, on remarque qu'il peut même avoir plusieurs fonctionnaires qui vont faire même du covoiturage là, pour comme maximiser l'utilisation du véhicule électrique. Et surtout là, dans les grandes distances, ceux et celles qui nous écoutent et qui connaissent le territoire des îles, évidemment, si on a à se déplacer du côté d'Arbre-Robert ou du côté de Grande-Entrée, ben, la distance est un peu plus longue là, que de demeurer sur l'île centrale. Alors, nos fonctionnaires, nos équipes tentent de maximiser ces déplacements-là et vont y aller parfois à 2-3 personnes dans le même véhicule électrique. Alors, pour moi, ça a créé toute une habitude qui est intéressante de bien gérer les déplacements, de les maximiser aussi, donc de s'assurer que chaque minute, finalement, est bien utilisée. Donc, je ne vous dirais pas que c'est une grande surprise. On s'attendait un peu à ça, mais on ne s'attendait certainement pas à ce que ça soit aussi efficace dans cette mesure-là. Et je vous dirais l'autre élément qu'on n'avait peut-être pas imaginé de cette façon-là, c'est que ceux et celles qui étaient sceptiques dans la population au départ ont salué notre acquisition par la suite. Et partout où est-ce que va notre véhicule électrique, c'est quand même très, très bien reçu et même salué à plusieurs occasions. Moi, comme maire, je reçois beaucoup de commentaires que les gens ils sont fiers de nous voir circuler avec le véhicule électrique. Et de plus en plus, moi, au début, je me gardais une petite gêne, je ne l'utilisais pas beaucoup parce que, bon, je n'avais pas que les gens disent que je me déplaçais aux frais du véhicule électrique de la municipalité. Et dans le fond, je n'avais aucune raison de me gêner de l'utiliser lorsqu'il était disponible. Et je m'aperçois qu'à chaque fois que je l'utilise, les gens sont très heureux de ça. Alors, les 2-3 éléments, là, je pense qu'ici, qui se sont révélés être une surprise quand même assez agréable suite à l'acquisition de ce véhicule-là. Merci. Complément chez nous, ce qu'on a vécu aussi, c'est ce que j'ai constaté, c'est que ça a permis quand même de démystifier ça. Des véhicules électriques, on n'en avait pas beaucoup sur le territoire, donc ça en ajoutait un de plus qui se promène. Puis les gens posent des questions. Moi, quand je la conduis, on arrête souvent les gens de poser des questions. Comment ça fonctionne? L'hiver, ça a plus d'autonomie l'hiver? Puis donc, de démystifier tout ça. Ça a permis aussi entre autres avec l'autopartage, à des citoyens, puis aussi à nos employés municipaux, d'expérimenter ce que c'est que de rouler en voiture électrique. C'est vraiment, pour ceux qui ont l'occasion de rouler en voiture électrique, on a un confort, on a en fait une douceur de roulement avec un silence de roulement qui est, c'est une expérience en soi qui est vraiment agréable de rouler en voiture électrique. Donc, plus de gens l'essayent, ben, il y en a qui l'adoptent. Suite à notre achat d'une voiture électrique, on a un employé municipal qui s'en est acheté une. Donc, je pense que ça démystifie la patente, ça permet à le plus de gens possible d'expérimenter puis de voir que ça se peut avoir des voitures électriques en Gaspésie. On en voyait moins, on voyait plus ça en contexte urbain. Pourquoi? Difficile à dire, mais je pense que ça a assurément aidé à ce niveau-là. Puis au niveau plus technique à la ville, ben on avait des employés, il n'y avait pas ce genre de véhicule-là avant qui était à disposition des employés pour des déplacements quotidiens. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des formules d'allocation qui étaient prévues, des allocations annuelles pour compenser les déplacements des employés que nos employés municipaux faisaient à l'intérieur du territoire de la ville. Et puis, ben, ça nous a permis d'aller faire certaines économies donc pour nos contribuables en diminuant ces allocations-là et en laissant à la disposition des employés un véhicule, ou même 2 véhicules maintenant électriques. Mm-hmm. Excellent, ben oui. Je peux témoigner que j'utilise de plus en plus le véhicule. Ça, c'est ma carte pour activer. Puis si vous regardez, là, elle est quand même usée. Donc, ça veut dire que je vais passer à plusieurs reprises. On va juger selon le nombre de traces de doigts, là, à quel point c'est efficace. Et oui, excellent. Donc, on aimerait aussi savoir, justement, au niveau plus de l'utilisation, c'est qui utilise dans vos municipalités ces véhicules-là et pour quel type de déplacement? Donc, qu'est-ce qui a été ciblé là, comme étant ou que de vos expériences là, qui se représentent comme étant les utilisateurs là, de vos véhicules électriques à la municipalité? Chez nous, on a tout le personnel administratif qui est à l'hôtel de ville, qui ont des déplacements à faire sur le territoire, aller à l'aréna, aller au centre communautaire, à faire le spectacle au Quai des Arts, donc utilise ce véhicule-là. Il y a moi, sur une base personnelle aussi, comme maire, j'ai souvent beaucoup de déplacements à l'extérieur du territoire, donc je vais régulièrement avec
Gaspé, à Québec, New Richmond, etc. Donc, moi, je suis un bon utilisateur. Puis nous, en période estivale, on a un camping municipal, puis on a, entre autres, un employé du camping qui s'assure de l'entretien, en fait, qui gère l'équipe d'entretien de l'ensemble des parcs et des terrains de jeu de la ville. Donc, lui, à tous les jours, il doit faire des rondes, cet employé-là, sur le territoire pour s'assurer que les toilettes sont propres, que nos espaces sont propres. Donc, il y a des rondes à faire quotidiennement, puis il utilise ce véhicule-là. Donc, il mobilise pour la période estivale là, du mois de mai au mois de septembre. Juste à lui seul, les employés utilisent un véhicule électrique. Là maintenant, il prend le 100% électrique et arrive à faire ses journées sans utiliser d'essence du tout là, durant l'été. Puis l'autre véhicule est à disponibilité des employés. Puis sinon, on le disponibilise pour des membres de la population qui souhaitent l'avoir en soirée ou les fins de semaine. De notre côté, nous, je vous dirais que d'abord, le véhicule est disponible à l'ensemble des employés qui ont effectué des déplacements là, au cours d'une journée. Mais l'utilisation, on remarque que principalement, c'est le service de loisirs et culture qui l'utilise beaucoup, département des travaux publics, de l'urbanisme, des inspecteurs aussi. On a plusieurs directeurs là, qui ont à se déplacer sur le territoire, qui l'utilisent d'une façon très régulière. Puis un peu comme Mathieu le disait, là, moi, dans l'exercice de mes fonctions, lorsque je vais me déplacer sur le territoire des îles pour des rencontres, par exemple, à Vaubert ou à Grande-Entrée, ou même sur l'île centrale, lorsque le véhicule est disponible, j'ai pris l'habitude de l'utiliser, comme je le disais tout à l'heure, pour montrer l'exemple, oui, mais aussi parce que dans le fond, c'est agréable de se promener avec un véhicule électrique. Ceux qui les ont essayés, là, ça ne fait pas de bruit, c'est une conduite agréable. Donc, je le fais aussi par souci écologique, mais par plaisir de conduire ce genre de véhicule-là. Oui, parfait. Puis on remarque aussi que les municipalités sont particulièrement adaptées à ce genre de déplacement-là en véhicule électrique, puisqu'ils ont plusieurs déplacements de courte distance qui peuvent rapidement, facilement rebrancher le véhicule, puis donc avoir une autonomie qui est peut-être plus faible, mais qui correspond quand même aux besoins à l'échelle de la municipalité. C'est très intéressant. Aussi, justement, au niveau des employés, est-ce que certains d'entre eux ont soulevé auprès de vous des avantages ou des inconvénients par rapport à ça? J'aimerais vous entendre là-dessus. Bien, nous, les employés ont soulevé beaucoup d'avantages, là, évidemment, à utiliser le véhicule électrique. Je pense que le système d'autopartage, puis de réservation, de gestion là, de l'utilisation, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça a créé une belle habitude ici d'utilisation de ce véhicule-là. Bon, les inconvénients, évidemment, un véhicule hybride amène une gestion de la recharge de la batterie. Donc, le véhicule, la vôtre, a quand même une autonomie, je vous dirais, quand même assez limitée. Là. On parle d'environ 70-75 km qui, en milieu, sur l'île centrale ici, avec les arrêts départ, on consomme quand même assez rapidement là, cette autonomie-là. Donc, il y a une gestion là, qui arrive là, de s'assurer qu'à chaque fois que le véhicule n'est pas en opération, qu'il soit branché là, pour permettre à l'utilisateur suivant de bénéficier d'une recharge complète. Dans l'inconvénient également, plus on s'éloigne de l'île centrale aux îles, bien évidemment, moins la batterie est efficace parce qu'elle se décharge beaucoup plus rapidement. Donc, si on va à Grande Entrée, par exemple, on n'est pas capable de faire l'aller-retour Grande Entrée Cap-au-Mol ou Havre-Robert Cap-au-Mol avec une même recharge. Donc, ça amène certains inconvénients. Mais je pense que malgré ce que je viens de dire, malgré ces informations-là qui nous sont données de la part des utilisateurs, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin de l'année, le bilan est quand même positif de l'utilisation de ce véhicule-là. Et dans le cas du véhicule hybride, il y a quand même très peu d'essence de consommer là, versus un véhicule strictement à essence. Donc, j'ai bien de la difficulté à vous montrer ou à vous démontrer des désavantages parce qu'il n'y en a pas tellement. Hormis celui-là là, que je mentionnais, là, qui est la gestion de la recharge, là, qui peut être dérangeante, si on veut, d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas une grosse autonomie. Là. De notre côté aussi, principalement des avantages, là, outre ce que Jonathan a nommé, je dirais aussi peut-être le fait d'être identifié à la ville aussi, d'arriver avec une voiture électrique. Les employés sont fiers de ça, sont contents de se déplacer.
d'aller inspecter les parcs avec un auto qui est silencieux. Entre autres, notre employé qui est sur le camping, ben, c'est un véhicule qui est bien adapté quand il se déplace sur le terrain de camping. Ça se fait en silence, donc c'est très apprécié de la part de l'ensemble des employés. Dans les inconvénients, ben, c'est un changement de pratique. Donc, habituellement, les employés avaient leur propre véhicule pour faire leur déplacement. Donc, c'est un réflexe de plus d'aller utiliser la voiture électrique, mais avec la plateforme Sauvé, comme Jonathan le mentionnait tout à l'heure, c'est super simple. Donc, je pense que rapidement, là, entre autres, les employés qui utilisaient beaucoup leur véhicule personnel se rendent compte à la fin que, ben, ils mettent moins d'essence dans leur auto, puis ça ne laisse pas leur voiture pour leurs besoins municipaux. Donc, assurément, c'est un avantage. C'est devenu un avantage avec le temps, avec l'utilisation, je dirais. Parfait. Puis, j'aimerais savoir si vous considérez que justement ces véhicules-là sont beaucoup utilisés. Puis, est-ce que vous avez fait quelque chose particulièrement pour qu'ils soient le plus utilisés possible? Je sais qu'on a entendu un peu parler d'allocation. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus. Dans le cas des allocations, les employés avaient un montant annuel qui était versé pour compenser l'utilisation de leur véhicule sur le territoire de la municipalité, de la ville. C'est sûr que quand un employé allait à l'extérieur de la ville, en rencontre, il y avait des frais de déplacement qui étaient payés au kilométrage. Mais donc, en réduisant ces allocations-là, ben, ça a amené un impact, évidemment, un impact positif pour nous. Du côté des îles. Ici, je vous dirais que l'utilisation est très bonne en termes d'achalandage. Je vais l'expliquer comme ça. À preuve, pratiquement une fois sur deux, lorsque je veux l'utiliser, elle n'est pas disponible. Donc, il y a certainement une forte utilisation. Évidemment, nous, on a fait la promotion à l'interne des avantages d'utiliser ce véhicule-là. Je vous dirais que nos directeurs, il y a quelques années, nos différents directeurs avaient une allocation mensuelle pour leurs frais de déplacement sur le territoire. Cette allocation-là, tout comme à Carleton, a disparu. Donc, bon, c'est un incitatif, si on veut, à utiliser le véhicule de service de la ville pour effectuer les déplacements là, sur le territoire des îles. Et oui, nos directeurs et nos employés ont à se déplacer de temps à autre. Je pense entre autres à nos inspecteurs municipaux. Une fois, 2 fois par semaine, ils ont à faire des tournées sur l'ensemble du territoire. Donc, lorsque possible, le véhicule électrique est à leur disposition. Même chose pour d'autres départements. Le gestionnaire des bâtiments municipaux, on a des bâtiments aux 4 coins des îles. Lorsqu'il fait sa tournée, il utilise aussi le véhicule. Donc, ça a pris, je vous dirais, au début, là, si j'avais une diapo avec un graphique, là, on verrait la croissance dans le niveau d'utilisation de façon très nette là, si on prend les premiers mois et même la première année versus aujourd'hui. On dirait qu'au début, là, les gens étaient comme gênés de l'utiliser ou timides, ou je ne sais pas comment, c'était quoi les vraies raisons. Soit qu'ils avaient peur de manquer de batterie, puis ils ne comprenaient pas que c'était hybride, donc ça n'arrêtait pas, là, ça continuait parce qu'il y avait de l'essence dedans. Bref, je ne sais pas c'était quoi les raisons réelles, mais les premiers mois, la première année, on voyait qu'il n'y avait pas une utilisation soutenue. Et tout à coup, à force d'en parler, à force de l'écouter, le véhicule, il est là pour ça. Il est là pour être utilisé. On a créé l'habitude. Et la courbe, là, elle s'est vraiment prononcée, elle est en augmentation là, au cours des dernières années. Et aujourd'hui, il faut vraiment, là, c'est rare qu'on peut arriver au bureau et dire « Ah, le véhicule est là, je le prends ». Lorsqu'on vérifie, il est souvent déjà réservé pour les plages horaires. Parfait. Puis, on a reçu une question d'un participant pour vous. Donc, on demande, comme la loi prévoit qu'une partie du salaire d'un élu est destinée à défrayer ses déplacements, est-ce que, de ce fait, cette partie de votre salaire est non imposable? Avez-vous renoncé ou renoncerez-vous à obtenir ce supplément salarial? Pas vraiment, en ce qui me concerne, et sans aucune gêne. Je vous dirais que tout ce que ça me coûte dans mes fonctions de main qui ne m'est pas remboursé, d'utiliser le véhicule électrique de temps à autre, je pense pas qu'on va se mettre, en tout cas pour ma part, que je vais me mettre à déduire ça de mon salaire, aucunement. Maintenant, est-ce que le gouvernement pose des gestes ou fait des actions en ce sens-là? Pas à ma connaissance. Évidemment, je rappelle que la portion non imposable existe seulement aujourd'hui au fédéral, au provincial. Au fédéral, maintenant, on est imposé comme n'importe quel autre
corps de métier qui existent. Et évidemment, je ne vous ferai pas de cachette non plus. Les professions qui sont les mieux payées au Québec et au Canada, maire, mairesse, conseiller, conseillère, est très certainement en bas de la liste. Donc, non, je pense pas que... Je pense qu'on peut se promener avec les véhicules électriques, la tête haute, sans déduire de notre salaire. Tout à fait. Mais ça, Puis, tu sais, en complément, là, je tiens à dire, Mathieu, c'est une question aussi qui appartient à chacun. Il y a peut-être d'autres élus ailleurs au Québec qui vous répondraient que bon, oui, oui, ils vont déduire ça de leur salaire. Mais moi, lorsque je vais au restaurant et qu'on est deux, trois dans une rencontre, je paye ma facture ou les factures. Le trois quarts du temps, je ne réclame pas le remboursement ici. Et même chose, là, on se déplace beaucoup moins, Mathieu et moi, qu'on le faisait, mais que ce soit quitter la Gaspésie pour aller à Québec ou quitter les îles pour aller à Québec. Oui, on a une partie de nos frais de déplacement qui sont remboursés ou qui sont inclus, si on veut, dans la partie non imposable. Mais lorsqu'on a des pertes dixièmes qui totalisent 40 pour déjeuner, dîner, souper, bon, puis qu'on sait que déjeuner à Québec coûte minimalement 20 ou 25 pièces. Je me demande qui est perdant ou gagnant à la fin. puis je pense que c'est un peu, tu sais, Jonathan l'a bien mentionné, maintenant, ces allocations-là sont devenues imposables au fédéral. Donc, aux yeux du gouvernement fédéral, ce n'est plus une allocation, c'est un salaire. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu un truc archaïque. Je pense que ce que le souhait de plusieurs dans le monde municipal, ce serait que ce soit considéré comme un salaire tout simplement. Parce que à la base, c'était pour payer en partie les déplacements sur le territoire de la municipalité, mais lorsqu'on va à l'extérieur, ben on a évidemment droit à des comptes de dépenses pour payer nos déplacements à l'extérieur. Donc, c'est un peu un vieux système qui est en changement. Là. Le gouvernement du Québec en parle depuis un petit bout d'emboîter le pas puis d'imposer ces allocations-là. Puis à mon avis, ce serait le plus simple pour éviter toute confusion puis pour amener une meilleure lecture de la situation. En complément, peut-être, je vois là, dans la bulle de questions, là, je comprends mieux le sens de la question. Peut-être, en tout cas pour les îles, répéter, nous, on n'a pas retiré les allocations mensuelles pour les frais de déplacement à nos directeurs parce qu'un véhicule électrique était arrivé. Ce geste-là avait été posé avant et ça a permis de convaincre encore plus nos directeurs d'utiliser le véhicule électrique qui était disponible. Donc, ça a été un argument de plus. Évidemment, bon, mais là, on parle des frais de déplacement en auto parce que les directeurs, à l'instar des élus, lorsqu'ils ont des rencontres à l'extérieur du bureau, puis ils ont des frais de restauration, par exemple, peuvent pleinement réclamer leurs dépenses. Donc, il n'y a pas une cause à effet entre l'arrivée du véhicule, pour les îles notamment, là, il n'y a pas de cause à effet entre l'arrivée du véhicule électrique et l'absence d'une compensation pour les frais de déplacement sur le territoire. Merci beaucoup pour vos réponses honnêtes. Comme vous avez peut-être pu le voir, justement, bon, le participant dit merci, puis souligne justement qu'on espère que ce soit que d'autres élus fassent comme vous et qui n'y verront pas un frein justement à s'embarquer dans de telles démarches là, que ces questions-là de remboursement et tout. Donc, puis comme on peut le voir aussi, le fait d'avoir un remboursement qui est adapté aussi avec le véhicule électrique, bien, ça peut engendrer des économies intéressantes, autant pour la municipalité que pour les employés aussi, pour qui, vous l'avez mentionné, là, ça peut être important l'utilisation de leur véhicule personnel. Vous en avez mentionné rapidement un peu aussi, j'aimerais vous en entendre un petit peu plus sur la recharge. Est-ce que c'est facile, autant local que quand vous devez aller à l'extérieur ou dans des zones plus loin de l'hôtel de ville? Puis, si vous avez des anecdotes liées soit à l'utilisation ou à la recharge là, des véhicules électriques. De plus en plus, je dirais qu'il y a des bornes de recharge un petit peu partout sur le territoire. Entre autres, moi, quand je me déplace à l'extérieur, souvent, on est à l'hôtel ou au restaurant. Puis ces lieux-là, pour la plupart, maintenant, ont des bornes de recharge. Moi, j'ai un véhicule électrique depuis quelques années maintenant, puis je vois la progression là, fulgurante du nombre de bornes. Donc, c'est plus un frein. Maintenant, on a un réseau de bornes rapides aussi, c'est des véhicules électriques qui acceptent la recharge rapide.
Il y en a partout sur le territoire, à l'ensemble du Québec. Pour la Gaspésie, on a un réseau qui est complet et qui permet de faire le tour. On le voit de l'été, il y a beaucoup de véhicules, de plus en plus de véhicules électriques. Donc, c'est pas un enjeu. Moi, je vois ça de façon beaucoup plus simple. Ça prend 3 secondes de se brancher plutôt que d'attendre puis d'aller à la station-service puis d'attendre 5 minutes pour faire le plein. Ben, c'est juste un petit 3, 4, 5 secondes à chaque jour de se brancher, débrancher. Donc, c'est un réflexe qui se développe assez facilement. Puis, on a l'accès, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas, ça limite pas du tout les déplacements, l'accessibilité aux bornes. Pour ma part, je dirais que pour l'instant, je ne dirais pas que ça limite les déplacements, mais évidemment, ça nous contraint à bien gérer cette utilisation-là à tout le moins. Évidemment, nous, le véhicule électrique est utilisé ici en circuit fermé. Je n'apprendrai rien à personne en vous disant qu'on habite sur une île. Donc, on ne part pas d'ici nécessairement pour aller à Québec là, à tous les jours avec le véhicule. Puis, comme on n'a pas de lien régulier avec l'île du Prince-Édouard ou avec le Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas de raison qu'on parte avec le véhicule électrique. Donc, il n'y a pas d'enjeu à cet effet. Pour l'instant, il y a 2 bornes électriques ici dans le stationnement de la mairie, une rapide et une lente. Il y a une autre borne régulière là, du côté de Grande Entrée. Et là, on est en train de travailler là, pour ajouter d'autres bornes de recharge là, sur le territoire des îles pour que lorsque le véhicule est utilisé pour des rencontres ou pour toutes sortes de travaux là, ici du côté administratif, qu'on ait accès plus facilement à une borne de recharge pour que pendant, par exemple, la réunion se déroule, le véhicule puisse se recharger. Évidemment, ces véhicules-là, il y a un connecteur aussi là, qui vient avec, là, qui fait en sorte qu'on peut le brancher dans une prise régulière à la maison. C'est énormément long comme temps de recharge. Je ne vous ferai pas de cachette ce matin, mais moi, j'ai eu à utiliser, par exemple, pendant 2 semaines complètes, le véhicule électrique. Et du fait que je l'apportais à la maison le soir et je profitais du fait de la nuit pour recharger le véhicule électrique. Donc, pendant 6, 7 heures, 8 heures, le véhicule rechargeait. La recharge, il n'y a pas suffisamment de temps pour une recharge complète, mais quand même, ça donnait un certain niveau de recharge. Donc, je ne pense pas que ça freine, mais évidemment, ça demande une meilleure gestion, là, comme je le disais un peu plus tôt dans la discussion. Il faut toujours penser à celui qui va l'utiliser après nous. Donc, tout à l'heure, moi, j'ai quitté pour une réunion avec le véhicule électrique. Mais en arrivant, ça aurait été facile de la laisser dans le stationnement et de ne pas m'en occuper. Mais il faut prendre l'habitude de la stationner dans sa case qui est face à la borne de recharge et la connecter automatiquement pour que le prochain utilisateur puisse avoir une borne de recharge la plus haute possible. Mm-hmm. Merci beaucoup. J'ai une nouvelle question du public qui m'amène un peu sur le sujet, justement, à quel point c'est novateur, surtout en région, de se lancer des fois dans une démarche comme celle-là. Puis, comme vous l'avez dit, ça peut amener certaines réticences, de ne pas l'avoir vu avant autour de nous, l'avoir fait. Aussi, au niveau du partage, c'était aussi très, très novateur que de voir ça, même à l'échelle du Québec. D'avoir des véhicules municipaux en partage avec la population. Le participant nous demande si, au niveau des assurances, si le partage était complexe et coûteux. Pas de notre côté, non, pas à ma connaissance. On a accès, dans le monde municipal, on a accès à des polices d'assurance. On a beaucoup de véhicules, on a beaucoup d'infrastructures. Donc, au final, ça s'est un peu fondu dans la masse avec l'ensemble de notre parc mobilier et immobilier. Puis, il n'y a pas eu d'impact important là, relié aux assurances. Je vous dirais que je vais prêcher pour ma paroisse, Mathieu. Je vous dirais que la Mutuelle des municipalités du Québec, qui est une compagnie d'assurance que nous possédons, travaille très fort, nous étant les municipalités, là, pas les îles, mais on travaille très fort, évidemment, que ce soit des coûts très faibles. Mais je suis d'accord avec les propos de Mathieu. Là, je ne pense pas qu'il y a il y a pas d'impact significatif. Donc, je ne pense pas que ce soit un frein là, nécessairement, compte tenu que n'importe quel autre véhicule qu'on possède dans notre flotte est quand même dans un certain système d'autopartage. Si j'ai 2-3 véhicules ici pour nos inspecteurs municipaux, qu'ils soient électriques ou pas, ce n'est pas toujours la même personne qui la conduit tout le temps. Là. Donc, au niveau des assurances, là, je ne pense pas que ce soit un enjeu particulier. Mm-hmm.
Peut-être des fois le plus dur est d'amener cette option-là qui n'est pas nécessairement offerte par les assureurs, là, d'amener ce nouveau concept-là puis de le faire accepter. Après, ça peut avoir des coûts qui ne sont pas nécessairement plus élevés, là, intéressant à savoir. Merci. L'étape, je pourrais rajouter aussi l'étape de plus qui s'est ajoutée pour l'autopartage, c'est faut que les citoyens s'inscrivent. Nous, on est allé sous forme de projet pilote, on a limité le nombre pour la première année pour tester, mais donc ça nécessite de fournir un permis de conduire, etc. Donc, il y a certaines étapes, certains éléments qu'on doit avoir, qu'on fournit, nous, à notre compagnie d'assurance ensuite, donc pour qu'ils puissent avoir une lecture des gens qui ont accès aux véhicules, qui peuvent utiliser ce véhicule. Parfait. Une autre question d'un participant. Si vous aviez une recommandation pour des maires qui souhaitent inclure des véhicules électriques dans leur flotte de véhicules, quelle serait-elle? Juste pour une question de précision, les recommandations sur quel type de véhicule ou les recommandations pour acheter un véhicule électrique de façon générale? Je pense que de façon générale, inclure un véhicule dans leur flotte. Moi, je dirais qu'il ne faut surtout pas attendre. Il n'y a pas de raison, de vraie raison, à mon avis, là, qui fait en sorte qu'on n'achèterait pas un véhicule électrique, justement. Aujourd'hui, les véhicules sont fiables, sont robustes. On a des opportunités, on a des choix aussi. On peut, bon, un peu comme celui, le premier qu'on a acheté aux îles, il y a des véhicules hybrides, il y a des véhicules 100% électriques. Il y en a pour à peu près tous les portefeuilles. Aujourd'hui, peu importe la taille d'une municipalité, très rares sont les municipalités qui n'ont pas au moins un véhicule. Donc, à partir du moment que le véhicule se déplace, que le véhicule consomme de l'essence, et qu'on a l'opportunité d'acheter un véhicule qui, lui, roule électrique, avec le coût de production de l'électricité au Québec, je pense que le calcul doit se faire le plus rapidement possible. Si on a des collègues, peu importe s'ils proviennent de où, en Gaspésie ou ailleurs au Québec, qui se demandent comment c'est reçu de la population, je ne pense pas que c'est perçu comme étant un véhicule de luxe. Ce n'est pas une dépense frivole pour une municipalité. Au contraire, souvent, les municipalités qui se sont dotées de véhicules électriques, puis on en a la preuve vivante, nous, aux îles, et Carleton, je suis convaincu que Mathieu va dire la même chose tout à l'heure. Souvent, au contraire, c'est reçu des citoyens comme étant, c'est perçu plutôt par les citoyens comme étant des gens de vision. On est visionnaire, on veut faire attention à l'environnement aussi, on veut diminuer notre empreinte écologique, on veut diminuer les GES. Vous savez, si on veut que le Québec atteigne des objectifs de réduction des GES, ben ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas Legault tout seul dans son bureau qui va réussir ça, ce n'est pas Mathieu ou moi tout seul, mais c'est la somme de chacune de nos actions. Donc, si Carleton le fait, je le fais aux îles, puis les autres municipalités de la Gaspésie le font aussi, ben, au total de nos émissions pour la région Gaspésie-les-Îles dans une année va diminuer de façon significative. Donc, il n'y en a pas de raison. Il faut juste oser, il faut juste faire preuve de vision, de courage, puis à quelque part, s'il y a une résistance dans l'administration, ben, à un moment donné, c'est nous qui avons été élus, donc assumer notre leadership, puis d'imposer aussi, de dire, écoutez, moi, on peut discuter, on peut prendre des conseils, à un moment donné, je pense que le choix doit être fait, puis on veut passer à cette transition énergétique-là. Puis on le voit sur les routes du Québec, on le voit en Gaspésie, on le voit aux îles. Il y a 3-4 ans, on voyait que quelques rares véhicules électriques se promenaient sur les rues, sur les routes. Puis aujourd'hui, c'est fréquent, c'est chose fréquente. Puis personne ne remet ça en question. En tout cas, très peu de gens remettent ça en question. Et lorsqu'on est dans les véhicules là, GM, Kia, Toyota, Honda, bon, qui font des véhicules hybrides et tout, on est quand même dans des gammes de véhicules qui sont accessibles. Pour, dépendamment de quel portefeuille on parle d'une municipalité, c'est quand même accessible si on compare avec ma préférée de toutes, donc la Tesla. Ben ça, c'est mes goûts personnels. Oui, puis tu sais, j'ajouterais que je pense qu'on a un devoir comme municipalité que de montrer l'exemple, que de participer à cette transition énergétique du Québec-là. On l'entend beaucoup, Jonathan l'a mentionné, le gouvernement du Québec souhaite augmenter le nombre de véhicules sur nos routes. Comme municipalité, je pense qu'on a tous un certain rôle à jouer là-dedans. Puis, si on regarde la tendance là aussi, là, depuis quelques années, les véhicules électriques sont en progression fulgurante à l'échelle planétaire. Il y a de plus en plus de modèles de différentes grosseurs qui sont offerts. Donc, si on se tourne vers le futur, moi, je vois pas le futur avec des véhicules à combustion, c'est vers le véhicule électrique. Donc, allons-y, débutons
puis incitons l'ensemble de notre population à emboîter le pas, là. C'est pas, c'est rien de sorcier, c'est pas de la science-fiction, c'est un véhicule comme un autre qui se branche, c'est juste le brancher le soir, puis faut l'expérimenter, puis y aller tout simplement, là. Merci beaucoup pour ces réponses très éclairantes. Justement, je me demande si vous prévoyez continuer dans cette démarche. Donc, dans le fond, si vous considérez qu'elle a été bénéfique, vers quelle direction vous prévoyez aller là, avec cette démarche d'électrification de votre flotte? De notre côté, ben, l'orientation est très claire, là. Moi, ce qu'on a dit à l'équipe, ce que le conseil souhaite, c'est que chaque fois qu'on achète un véhicule, ben, le premier réflexe, je dirais même de l'équipement qui utilise un moteur à combustion, là, ça peut être nos tondeuses, ça peut être tout l'équipement qui a des moteurs finalement. Ce qu'on souhaite, c'est le premier réflexe, c'est de regarder si l'option électrique est possible, existe, puis si elle répond à nos besoins dans un niveau commercial. Et si la réponse est oui, bon, il va, là. C'est le défi qu'on a, c'est au niveau des travaux publics avec l'équipement lourd, avec des camionnettes. Mais d'ici 2 ans, déjà, on voit que tous les grands constructeurs, puis même des nouvelles compagnies, vont offrir des véhicules, des camionnettes 100% électriques. Donc, ça s'en vient. Puis moi, il n'y a pas de raison, là. Il va falloir qu'on use je sais pas quel argument pourrait faire en sorte qu'on irait vers une voiture à combustion si l'option électrique existe. Donc, on s'en va vers ça. Puis à chaque fois qu'on renouvelle un véhicule, ben, on va graduellement, on va électrifier notre flotte. Ben, moi, je partage l'avis de Mathieu aussi, là, évidemment. Là, je pense qu'il n'y a pas de raison, il n'y a plus de raison qu'on ne fasse pas l'acquisition de ces véhicules-là. Il y a un deuxième véhicule dont on va faire l'acquisition au cours des prochaines semaines, prochains mois maximum. Et on va y aller ainsi de suite, là. Moi, ma vision, elle est très claire. Les gens ici, l'équipe, ils la connaissent très bien aussi. Chaque fois qu'on aura l'occasion d'en acheter un, il faut en acheter un. Donc, on a un programme de renouvellement ici de la flotte automobile. Puis on suit ça avec les années, là, dépendamment de quel type de véhicule. Et à chaque fois, moi, je vais talonner l'administration, donc qu'on s'assure là, que si on a l'option du véhicule électrique, qu'on en fasse l'acquisition, bien entendu. C'est une vision que j'ajouterais nécessaire dans les contextes maintenant là, avec les émissions de gaz à effet de serre, les changements climatiques. Ça devient vraiment une nécessité d'aller vers cette vision-là. Puis je vous remercie personnellement de montrer l'exemple comme ça depuis déjà plusieurs années. On voit déjà que ça fait des petits. Il y a de plus en plus de municipalités qui achètent des véhicules électriques et ça donne espoir là, pour la suite. Donc, si ça vous va, on va conclure là-dessus. Comme nos panélistes le mentionnaient, de plus en plus, les véhicules apparaissent sur les routes et ça correspond clairement à un besoin et une demande. Donc, n'hésitez pas à vous informer, à faire comme eux, à vous laisser inspirer par cette démarche-là. Je vous invite à aller sur le site véhiculesélectrique.gouvernement.qc.ca pour avoir plus d'informations sur les programmes. Avec ces subventions-là, ça devient vraiment très économiquement rentable là, que d'embarquer dans ces démarches-là. Puis, si vous voulez aussi plus d'informations sur la campagne Roulons électrique, roulonélectrique.ca pour les concours, le guide, contenu interactif et plus encore. D'ailleurs, je mentionne que si jamais vous aimeriez avoir certains de ces guides-là, version papier, on a l'édition 2020 en français et en anglais disponible pour la municipalité ou pour les citoyens. Donc, merci beaucoup, M. Lapierre, M. Lapointe, d'avoir été présents. On considère vraiment chanceux là, d'avoir pu vous entendre votre expérience là, qui était très enrichissante et mobilisante. Si je peux me permettre en conclusion, j'ajouterais pour l'information, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez contacter moi ou l'équipe à la ville pour aller plus en détail, en profondeur dans l'expérience qu'on a vécue ou des questions techniques. Ça va nous faire plaisir de répondre puis peut-être de démystifier pour certains l'usage de véhicules électriques dans un contexte municipal. Pareillement pour moi, là, moi aussi, là, je serai disponible. Là, on peut facilement retrouver nos coordonnées là, sur Internet ou sur le site de la municipalité. Puis, si aussi vous avez besoin qu'on puisse convaincre des gens de votre entourage, que ce soit des directions ou des collègues même RS ou des élus municipaux, n'hésitez pas, moi, ça va me faire plaisir de leur parler de notre expérience puis de la satisfaction qu'on
qu'on en retient de l'ensemble de cette expérience-là et de l'utilisation du véhicule électrique depuis quelques années, là. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a aucune raison là, que le Québec ne fasse pas ce virage électrique-là. Les programmes sont là, les aides financières, autant fédérales que provinciales. Donc, moi, je dirais en conclusion, là, allez sur Internet, magasinez-vous votre auto, puis passez la commande. Mhm. Merci vraiment beaucoup d'être d'aussi bons ambassadeurs. Ça fait vraiment du bien à voir et à entendre. Donc, merci à tout le monde aussi d'avoir été présent en personne, d'avoir posé des questions. On espère là, que vous avez apprécié cette discussion-là, puis que ça vous a peut-être mobilisé à faire la même chose là, dans vos municipalités ou vos MRC. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. On est toujours là au CREGIM. Puis, juste rappeler que ce webinaire-là était dans le cadre de la campagne Roulons électrique, comme je l'ai mentionné au début, qui est une campagne d'équiterre soutenue financièrement par Transition énergétique Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde.